C'est un peu le cœur et l'esprit de cette journée, c'est des tables rondes organisées autour du témoignage d'anciennes victimes de violences conjugales. Michel Ballot, ici présent, qui est journaliste à Ouest France, qui est chroniqueur judiciaire pendant une quinzaine d'années, qui a bien voulu accepter un titre tout à fait bénévole d'animer la table ronde de ce matin, la table ronde de cet après-midi. C'est à lui, la main est à lui pour qu'il anime ces deux tables rondes. À vous. Bien, bonjour à tous que je n'ai pas salué encore. Nous avons donc avec nous, on va dire, 3 grands témoins, victimes de violences conjugales. Donc à 14h, on demandera à Rachel Jouvet qui commencera par une lecture de la traduction théâtrale de son histoire. On va entendre aussi Nadège Lefebvre avant le déjeuner ou après, en fonction du temps qu'on a. On va commencer avec Julie Dénès. Alors, il y a aussi Sonia et Patricia qui sont ici aussi victimes et qui tout à l'heure réagiront, si elles le souhaitent, à l'histoire de Julie Dénès. Elle m'a dit qu'elle est habituée à parler en public, j'espère que ça va bien se passer. Et puis elle est l'auteure aussi d'un livre qui s'appelle Une poule sur un mur. Chez quel éditeur? Je ne sais pas. Chez quel éditeur? Chez Michelon. Chez Michelon, voilà. Donc Julie va nous raconter son expérience. Et puis, bien entendu, on donnera la parole ensuite pour lui poser des questions. Moi, je reprends la parole. J'ai fait une grosse bourde terrible que je ne pardonnerai pas. Là, je suis obligée de corriger. J'ai oublié de citer ma petite sœur de cœur qui a pris aussi une journée de congé, Christelle, et sa fille Manon. Voilà, bénévole aussi de cette journée. C'est pas possible Bonjour à tous. Alors, habitué, oui, mais plutôt en radio, en télé, enfin, quand il n'y a personne devant. Voilà. C'est un petit peu plus impressionnant, du coup aujourd'hui. Je suis très contente d'être là. Vraiment bravo pour cette journée. Merci à Michel, merci à toute l'organisation bénévole, c'est vraiment top. Et un grand merci à Myriam Samona, grâce à qui, sans la rencontrer, j'ai pu comprendre pas mal de choses dans mon histoire. Donc merci beaucoup. Il faut continuer à l'entendre, à faire parler, à l'inviter. C'est très très important et à former le personnel pour passer la bonne parole. Alors moi je suis bretonne, je suis contente d'être à Rennes. J'y étais il y a presque 20 ans, je suis toute jeune. Je faisais des études de droit. Et je vous le raconte parce que ça a un intérêt par rapport à la suite de mon histoire. En 1999, exactement, lors d'une soirée chez moi, j'ai été violée. Et je dis, c'est mon premier viol. J'ai vraiment pas de bol dans la vie. Je commence très très mal. Et je l'ai vécu toute seule. J'ai vécu très mal, évidemment. Et comme je me faisais du mal, ce que racontait Myriam tout à l'heure, je suis allée voir un docteur, le premier que j'ai trouvé, Arrête, je pense qu'il n'exerce plus et j'espère qu'il n'exerce plus, ce monsieur, vraiment. Puisque j'arrive, je prétexte un mal de tête. Je dis, voilà, j'ai très très mal à la tête, ça va pas du tout, etc. Il me prend l'attention, donc il soulève mon pull, je vois le mal que je me fais, il ne dit rien. Et puis comme je vois qu'il ne comprend pas, je m'effondre et je lui dis, mais je viens pas pour un mal de tête, je viens parce que j'ai été violée. Et je pleure. Et il est là, assis en train de faire son ordonnance, et il me dit, mais est-ce que vous êtes enceinte? Alors je lui dis, non. Il dit, bah alors c'est pas si grave. Ok, donc je suis partie avec mon ordonnance de Doliprane, et j'ai passé une année, je crois, même pas. J'ai réussi à avoir ma première année de droit à Rennes, je ne sais pas comment, parce que ça a été une descente aux enfers, ce que Muriel explique, l'alcool, je me fumais, enfin c'est pas. Bref. Et quelques années plus tard, j'arrive quand même à avoir mes diplômes, et je me retrouve à Bordeaux, en 2012, pour ma maîtrise de droit, sciences criminelles et carrière judiciaire. Ça a aussi son intérêt. Où j'étudie le droit pénal, le code de procédure pénale, la légitime défense, le viol. On n'est pas encore au viol conjugal, mais on est encore très très loin.
On en est encore à considérer la manière dont l'agresseur voit sa victime et l'âge qu'il peut lui attribuer pour dire si c'était consenti ou pas. Enfin, on est très très loin et pas si loin finalement de ce qui se passe aujourd'hui. J'étais toute seule, j'avais décidé de partir au soleil, il était impensable pour moi de revenir à Rennes, donc aujourd'hui c'est un peu une violence que je me fais de revenir ici, même si j'aime beaucoup cette ville et j'y ai quand même passé de bons moments. Je me retrouve donc dans une ville que je ne connais pas, seule, avec des envies de faire plein de choses, parce que j'ai passé outre un petit peu cette histoire de viol, et j'ai réussi vraiment mes études, et je suis quelqu'un de, comme Michel, assez drôle, pleine de vie, très sympathique, très gentil, mais avec un fort caractère, puisque je suis bretonne. N'est-ce pas? Et au bout de 10 jours, je suis cours Victor Hugo à Bordeaux, et il y a un homme qui traverse, qui est tout droit sorti d'un clip de rap, ce que j'ai tout à l'époque. Donc vraiment le stéréotype du gars que je regardais comme ça devant ma télé, qui est plus âgé, qui est très avenant, qui est souriant, qui est très mielleux, et qui me dit « Oh là là, j'étais en train de travailler, je t'ai vu passer, je me suis dit c'est pas possible, elle est magnifique, il faut que je lui parle. » Enfin, je suis la reine ce jour-là. Évidemment, je tombe dans le panneau, et je lui laisse mon numéro. Et puis j'attends qu'il me rappelle. J'attends, je commence mon année, etc. Et puis un jour il me rappelle, il me dit viens, on va se faire un resto, je t'invite à la Cano. Waouh, truc qu'on m'avait jamais fait. Je dis ok, d'accord, très bien. La soirée se passe magnifiquement, c'est un vrai prince charmant, le mec idéal pour moi à l'époque. Et quand je rentre, le comble du comble, il ne demande pas à monter, il me pose un baiser délicat. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors là, je fonds, je me dis, c'est l'homme de ma vie, c'est pas possible, quoi. D'où il sort. Et les jours passent, j'ai enfin son numéro, qui m'a appelé, mais je commence à être dans l'attente, parce qu'il est très occupé, parce qu'il a plein de choses à faire, et il ne répond pas. Bon, donc j'attends, mais c'est pas grave, il a un travail, moi je sais pas comment ça se passe quand on a un travail, je suis encore étudiante, donc je vais pas trop l'embêter. Et finalement, il me rappelle, il vient un soir, et il m'a fait raconter toute ma vie. On discute, voilà, on se rencontre, je dois savoir ce qu'elle fait avant, etc. Beaucoup sur ma vie avec les hommes, d'ailleurs, dont mon viol. Et ce soir-là, arrive le moment où on s'embrasse, et je lui demande, est-ce que tu as ce qu'il faut? Alors, un moment pour avoir une relation sexuelle, il faut avoir ce qu'il faut quand on se connaît pas. Et il me dit non, alors c'est pas possible. Sauf qu'il en a décidé autrement. Ce soir-là, alors que je venais de raconter mon viol, c'était extrêmement violent. Donc il se sert, il me viole, ce que j'ai compris seulement 14 ans après, puisque quand vous lisez mon livre, c'est pas vraiment ce que je dis, les violences arrivent beaucoup plus tard quand moi je commence à détester. Donc il me viole ce soir-là, et le lendemain je me dis, mais mince, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et là, il me tombe dessus le devoir conjugal, le devoir de faire plaisir à son homme, d'être soumise, c'est lui qui veut, quand il veut, etc., etc. Donc je passe l'éponge. Mais ça continue à attendre. Moi, je suis tout le temps dans l'attente. Jusqu'à une fois où il vient en bas de chez moi, c'est extrêmement pervers, il vient en bas de chez moi, donc je vois qu'il est là, je suis à la fenêtre et j'attends, et il repart. Sans que je puisse l'appeler, sans qu'il réponde, sans quoi que ce soit. Il y a une première soirée où on va, enfin, je rencontre son frère, on dit ça y est, bon. Et j'ai un geste qui n'est pas le bon. Je demande d'aller aux toilettes et je prends le bras du videur pour qu'il m'emmène. Et là, tout de suite, quand je reviens, il dit on rentre. Quand j'arrive à la maison, il me pousse contre le mur et il me dit comment t'as pu faire ça devant mon frère, t'es une pute, t'es une salope, et là commencent les insultes. Et moi, je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai rien fait de mal, en fait, j'ai juste pris le bras, je suis allée aux toilettes, ok. Mais je cherche à comprendre ce que j'ai fait de mal. Donc je me culpabilise en me disant c'est vrai, peut-être ça se fait pas de prendre le bras d'un gars pour aller aux toilettes. C'est peut-être pas bien, c'est pas respectueux. Moi, j'ai jamais eu de vie de couple, alors peut-être qu'il faut pas que je le fasse. Pareil, l'attente. Et ça continue comme ça. En fait, je passe ma vie à attendre. Et de temps en temps, il vient, il débarque,
avec un sourire, il offre quelque chose, et je revois ce petit prince charmant que j'avais vu au tout début, mais qui commence à s'estomper petit à petit, jusqu'à ce que je change d'appartement et que j'ai la bonne idée, une très bonne idée, de lui laisser les clés. Quelle bonne idée. Et à ce moment-là, le prince charmant a vraiment disparu. Et il vient débarquer quand il veut, généralement la nuit. J'ai réussi à avoir ma maîtrise de droit. Et je suis en institut d'études judiciaires à ce moment-là. Donc il vient la nuit. Et puis il vient prendre ce qu'il veut la nuit. C'est ça qui est terrible. Donc, quand on dit est-ce que votre conjoint a un droit de vous prendre la nuit alors que vous dormez, ben non, en fait. Il n'y a pas le droit, ça s'appelle du viol. À partir du moment où vous dites pas oui, vous dites pas que vous êtes OK, c'est du viol. Et quand je me réveille, pas le dire par les cheveux pour que je me réveille. Parce qu'il faut être là pour lui. Ça devient extrêmement violent parce qu'à chaque relation, il me frappe. Parfois avec un câble, ça fait mal dans le dos. Et en fait, il m'insulte continuellement. Il y a même la première année où il vient avec un ami. Parce que c'est sympa de partager aussi son objet sexuel. Et je suis complètement pétrifiée. On me dit pourquoi tu bouges pas, t'aurais fait quoi? Je suis toute seule chez moi, toute nue, et j'ai deux molosses à côté de moi. Je vais faire quoi? Je vais sortir dans la rue en criant ouh, au secours. Mon père m'a toujours dit d'ailleurs de crier au feu et pas au viol. Personne ne bouge quand c'est au viol. Au feu, tout le monde se demande si éventuellement ça pourrait toucher son bien. C'est terrible, il est gendarme. Et donc l'histoire continue comme ça pendant presque 2 ans, jusqu'à un fameux premier viol. J'ai toujours détesté les premiers viols, alors là, celui-là je le déteste complètement. Il est arrivé, il était pratiquement minuit, et j'étais un petit peu fâchée, forcément. Et ben il a décidé que je passerais un très mauvais premier viol. Parce que c'était ma faute, parce que j'avais pas besoin de m'énerver, parce qu'il était là, donc je devais être contente qu'il soit là juste 5 minutes avant minuit. Franchement, il avait fait un effort. Alors, ce qu'il a fait, c'était un studio, il m'a assis sur le canapé. Il y avait, je crois, Arthur, ou un truc comme ça, la télé. Il s'est assis à côté, et il a commencé à m'insulter. De tout, parce que de toute façon, j'étais moche, je valais rien. Personne ne voudrait de moi sauf lui. Mon corps ne ressemblait à rien. J'étais bête, j'avais toute moche, etc. Et puis en plus, il faut savoir que quand les hommes le regardaient dans la rue, c'était uniquement parce qu'ils avaient envie de moi. Ils ne pouvaient pas s'intéresser à autre chose que mon corps, c'était pas possible. Donc il commence comme ça, et en fait j'ai passé, ça faisait un an et demi que j'accumulais de la souffrance, des insultes, parfois des gestes très, très difficiles. Et comme j'en pouvais plus, j'ai commencé à chanter dans ma tête, pas devant lui. Donc j'étais statique. Je regardais la télé et je chantais. C'est pour ça que le livre s'appelle Une poule sur un mur. Parce que c'est ce que j'ai chanté. J'ai chanté continuellement pendant au moins 2 ou 3 heures. Et comme il voyait que je réagissais pas, il s'est dit, pas mince, elle réagit pas, elle devrait pleurer, elle devrait au moins s'énerver, faire un truc. Il m'a prise, il m'a mise nue, pour bien montrer que mon corps était vraiment pas beau. Il m'a dit sur une chaise et il m'a violée avec un couteau. Je lui ai dit violée avec un couteau parce que j'en suis rendu compte, il n'y a pas de temps. Pareil. Avant je disais, il a inséré un couteau dans mon vagin. Non, il m'a violée avec un couteau. Ok. Et ensuite il m'a passé dans la salle de bain. Je ne me souviens pas de ce que j'ai fait, je ne me souviens pas de ce qu'il disait exactement, à part qu'il voulait me laver les autres, etc. Un vrai psycho. Et le lendemain, j'ai dit stop. Mais il fallait que je m'en débarrasse. Il fallait que je termine mes études. Et il y a une des dernières fois où vraiment, il m'avait complètement perdu. Là c'est vraiment la bascule où je me dis, mais où est-ce que tu vas? Enfin, non, c'est beaucoup trop. Tu ne peux pas accepter ce genre de choses. Il y a la dernière fois où j'étais montée en voiture avec lui, il avait insisté, je ne voulais pas, mais il avait insisté. J'avais fait des courses, il voulait me ramener chez moi, gentiment. Il avait acheté il m'avait appelé avec une voix bien mielleuse. Et quand il commençait à s'énerver, je lui ai dit, écoute, arrête-moi là, je vais prendre le bus, etc. Donc j'enlève ma ceinture. Mais monsieur décide d'accélérer et de piler
rouge. Et je n'ai pas de ceinture. Donc je prends le pare-brise, je cogne, tout mon corps part, et je me rassois. Et il continue à aller faire ses courses, hein. C'est-à-dire qu'après, j'étais obligée de descendre, d'aller dans un magasin de musique avec mon genou qui était comme ça, derrière lui, et de revenir jusqu'à ce qu'il daigne me ramener chez moi. Pendant cette période-là, juste avant le moment où je suis en train de m'organiser pour fuir, je vais voir un gynécologue. Parce que monsieur me disait toujours qu'il y avait des problèmes gynécologiques, bah tu m'étonnes. Et le gynécologue, j'étais toujours voir des gynécologues, et il me dit, mais dis donc, vous n'auriez pas eu ces temps-ci des relations un peu violentes ou... Et moi j'ai dit non, évidemment, j'ai la honte. Je dis bah non, non, bien sûr que non. Il dit, vous avez des hématomes internes, c'est pour ça que je dis ça. Point. Il m'a laissé repartir. C'est tout. Vous avez des hématomes internes, ok, donc il constate qu'il y a quand même des violences. Moi, je lui dis non, et il me laisse repartir. Okay. C'est quand même assez violent. Comparé au docteur que j'avais eu déjà quelques années plus tôt, mais c'est dit, là, vraiment, quand médical, il faut faire quelque chose quand même. Bon, quand les preuves sont aussi évidentes, quand même. Et puis après, pour fuir, ça a été compliqué. Un jour, je lui ai demandé mes clés, s'il avait mes clés, je voulais qu'il arrête. Hein. Et il me les donne, dis donc. Je tends la main, et il me remet les clés de mon appartement dans la main. Je dis, mais putain, mais c'est pas possible. Pourquoi tu n'as pas pensé avant? Des clés? C'est idiot. Oui, sauf que je me prends une baffe monumentale, je tombe sur le canapé et je lui rends les clés. Ok. Et pour ce qui est de la fuite, il a fallu que je m'organise bien pour rentrer en Bretagne et mettre tout ça très loin dans ma mémoire. Ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je l'ai fait venir chez mes parents pour lui montrer que je n'étais pas juste un objet, que j'avais des gens qui m'aimaient en fait autour, j'avais une vraie famille, que je ne lui appartenais pas, et qu'en plus ma famille était charmante. Et je me souviens de ma mère qui me dit il a un style un peu bizarre, mais il est charmant. Je dis oui, il est charmant, maman, il est charmant. Et quand je suis rentrée, après qu'il ait vu mes parents, je lui ai demandé une dernière fois les clés, et je les ai retrouvées dans la boîte aux lettres. Voilà la fin de l'histoire. Merci beaucoup. Vous avez dit, dans une interview que j'ai retrouvée, vous avez dit une phrase que tout le monde va comprendre ici, mais importante, parce que la première des choses à faire pour pouvoir assumer ce qui s'est passé, les violences conjugales, est de se pardonner à soi-même. Alors, oui, parce qu'on se sent tellement coupable. À un moment, la première chose, c'est de dire non, c'est pas coupable. Donc, de dire c'est pas ta faute. Et comme la société entière nous dit si, c'est ta faute, parce que là, à un moment, si t'as frappé, c'est que tu l'as cherché, t'avais dit un truc, c'est pas possible, on frappe pas gratuitement, on n'insulte pas gratuitement les gens par des maladies, comme ça, gratuitement. Donc, il nous fait porter la culpabilité. La société entière nous fait porter la culpabilité, parce que quand moi, pour ma part, quand les interviews sont sorties, il fallait regarder les commentaires sous les articles. C'était moi la coupable, encore une fois. C'était moi, il dit oui, à un moment, ça s'appelait, il me disait, t'es moche, t'es bête, je t'aime. Voilà, ça devait être ça le titre. Et à un moment, il y a même un type qui commente en disant oui, en même temps, elle est pas si belle que ça. Ok, d'accord, oui, est-ce que ça justifie de se faire frapper dessus? Non, quoi. Non. Donc, effectivement, la première chose à faire, c'est de se pardonner soi-même. Pour moi, ça a été la première chose à faire. Se rendre compte de ce qui s'était passé. Assumer complètement, c'est très dur. Parce que quand on se dit forte, on se dit tête dure, etc., on prend un coup quand même. Je dis oui, forte, mais en fait, il y avait des failles chez toi qui l'a exploité, tout simplement. Et que oui, il faut se dire pardon, d'abord. Merci. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que Julie a dit. Effectivement, le sentiment de culpabilité est hyper développé chez les victimes.
J'aimerais qu'on entende enfin une bonne fois pour toutes et qu'on comprenne, ce n'est pas de notre faute. Moi, je me suis répété ça, enfin, en tous les cas, non. J'ai, au travers de la thérapie, puisque je posais sans cesse la question, d'ailleurs, j'ai encore un petit peu ce toc verbal, est-ce qu'il y a le droit? Est-ce que j'ai le droit? Donc, ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas de notre faute. Je me répétais inlassablement ça tournait dans la tête. À un moment, je me suis dit, par contre, ça deviendra si tu continues de te taire. La culpabilité, elle est, parce qu'ils appuient dessus, bien sûr. Voilà, c'est toi qui m'as poussé à bout, puis après tout ce que je te demande, c'est pas si compliqué. Puis de toute façon, ma pauvre fille, voilà, ça c'est important. Et il faut entendre aussi que c'est un décervelage quand même, hein, il y a un conditionnement tel du cerveau que j'aimerais qu'on comprenne que c'est pas les femmes qui subissent des violences conjugales, ce ne sont pas des pauvres filles gna. Oui, c'est-à-dire quand même, les commentaires, mais je comprends pas, moi je l'ai entendu, mais comment t'as fait pour... aucun homme, moi, ne me ferait jamais ça. Ouais, moi aussi j'ai cru. Je pensais que c'était pas possible. Non, les femmes qui subissent des violences conjugales, la maltraitance, que ce soit de la violence psychologique, sexuelle, la violence psychologique, le harcèlement, amène systématiquement à la violence sexuelle et au viol. Ça, il faut l'entendre, sauf qu'on ne le sait pas, on ne le comprend pas. On croit que ce que l'on vit est normal. Et non, les femmes qui subissent ça, ce ne sont pas des cassos, comme on l'entend, des pauvrins. Non, c'est pas le cas, au contraire. Et les agresseurs, c'est pas forcément des bourrins qui boivent, c'est pas l'alcool. Hein. Il faut pas non plus, il faut bien comprendre cette volonté de détruire pour que lui existe. Et ça, c'est un message fort. Julie l'a dit, et c'est vrai. Moi, je ne me suis pas complètement pardonnée de n'avoir pas pu, de n'avoir pas su protéger les miens. Moi, la limite, c'est pas grave. J'ai fini par me dire ça, mais c'est important de le dire. Se pardonner, moi je pardonnerais. On ne peut pas pardonner, j'entends dire, faut pardonner à celui qui. Moi, excusez-moi, je ne peux pas pardonner à quelqu'un qui se sent coupable de rien, en fait. Je ne peux pas. Qui se sent coupable de rien. Par contre, pardonner à soi-même, c'est déjà le premier pas, et ça, c'est super important. Et super difficile. Voilà, super difficile. Donc, merci les accompagnants qui nous aident à... Si vous êtes mal accompagnés, je sais qu'il y a des bons et des mauvais professionnels partout. Et si on est mal accompagné dans la sortie de l'enfer, c'est terrible. Ça peut nous plonger dans des drames catastrophiques. Donc c'est important, important. Moi j'ai eu cette chance-là. J'ai pas honte de dire, tout le monde n'a pas cette chance-là, d'être tombé sur des super professionnels, des super enquêteurs. Je remercie, c'est super important. Super. Voilà. Merci. Et il y avait juste quelque chose que je voulais ajouter. Quand on dit pourquoi t'es pas parti, voilà, pourquoi ce qu'on dit pas, c'est que généralement on est menacé. Généralement ils nous tiennent par quelque chose. Moi c'était tout simple. Qu'est-ce qui pouvait éventuellement me faire mal, c'est qu'il fasse mal à ma famille. C'est tout ce que j'avais. Alors il s'est amusé à faire du sextape. Voilà, super. Et il m'a grandi, c'était des VHS à l'époque. Il m'a grandi la VHS en me disant, voilà, maintenant si tu fais quelque chose, si tu me quittes, je l'envoie à tes parents. Et là vous faites quoi? Et moi je n'avais que ça, je n'avais pas d'enfant, je ne vivais pas ensemble, on ne vivait pas mariés, je n'avais pas de dépendance économique, pas de problème de papier, etc. Mais il me tenait par ça, d'où ma volonté de me faire rencontrer mes parents. Merci. Avant de donner la parole à la salle et peut-être d'entendre aussi les réactions de Sonia et Patricia, je voulais qu'on entende Maître Pinault, tout simplement aussi parce qu'il plaide à Nantes cet après-midi et qu'il n'a pas forcément beaucoup de temps. Donc William Pinault, pénaliste, avocat pénaliste ici à Rennes. Comment vous avez vu évoluer les choses en matière de plaintes à propos des violences conjugales? Muriel Salmona disait c'est au médecin souvent qu'on part en premier. Après, il y a le stade commissariat de police ou gendarmerie, selon la criminalité. Mais il y a aussi le passage par cabinet d'avocat. Alors là, est-ce que vous recevez
plus de gens qu'il y a 15 ou 20 ans? Est-ce que le fait d'avoir... Est-ce qu'il y a aussi des plaignantes qui préfèrent être reçues par une avocate femme? Est-ce que vous devez jouer un rôle de persuasion aussi vers la plainte? Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de tout ça? J'ai beaucoup entendu parler de ce parcours d'incompréhension et de remise en cause permanente que rencontrent les victimes de violences conjugales dans l'itinéraire qu'elles essaient d'affronter à un moment donné pour dénoncer et en sortir. Et je crains bien que le parcours judiciaire soit l'occasion de rencontrer de nombreuses personnes dans l'incompréhension, dans la remise en cause de ce qui vient leur être livré de parole. Et j'ai peur que du côté des cabinets d'avocats, on ne soit pas nous non plus, on a beaucoup parlé de la formation, de la compétence, de la capacité à entendre, à faciliter cette parole, à orienter convenablement. J'ai bien peur que du côté des avocats, nous ne soyons pas non plus suffisamment sensibilisés et formés. Moi, je suis comme l'un des interlocuteurs au point collectif, heureux d'être là pour finalement apprendre de vous, apprendre peut-être la façon de mieux recevoir les personnes qui viennent demander notre aide. Ceci étant, pour rebondir sur votre question, M. Dano, nous sommes rarement les interlocuteurs sollicités en début de processus de libération de parole. Les avocats sont bien davantage les personnes qui reçoivent des victimes qui sont déjà engagées dans un processus de dénonciation, qui ont déjà trouvé d'autres portes, d'autres relais, d'autres oreilles attentives, des enquêteurs compétents et spécialisés, de plus en plus en tout cas, ils tentent eux aussi de le faire à la mesure surtout directive des moyens qui sont les leurs, policiers et gendarmes, de plus en plus formés pour être en capacité d'entendre les victimes de violences conjugales et de ne pas leur adresser un discours qui ferme les portes, qui a l'air d'être un discours d'incompréhension. Ceci étant, je me dois d'être un peu l'avocat du diable. Le processus judiciaire, le processus d'enquête, c'est un processus qui va chercher à se poser en permanence la question de la preuve de ce qui lui est dénoncé. Qui va sans cesse essayer de se dire est-ce que ce qui me dit est digne de foi? Est-ce que je vais pouvoir, moi, enquêteur, rapporter des éléments de preuve qui vont être soumis au juge et qui permettront de dire, du côté de la justice, oui, il y a cette infraction pénale de violence. Et c'est donc aussi ce processus de questionnement autour de la preuve, de la démonstration des faits que, évidemment, vous savez bien avoir subi, mais qu'il faudra démontrer devant le juge, qui crée cette espèce d'apparente distance, d'apparente remise en cause, qui est peut-être un peu inhérente finalement à ce qu'on demande à la justice de faire par rapport à ce que vous subissez, qui est douleur, qui est violence, qui est humiliation, et qui pour la justice doit être une infraction pénale. Loïc Verbu disait tout à l'heure, c'est terrible, dans le code pénal, il n'y a pas de notion de violence conjugale, et c'est vrai, il n'y a pas de spécificité de cette infraction, parce que la loi pénale, elle définit le comportement infractionnel de manière générale, et son objet au droit pénal, c'est la violence, et puis elle définit les comportements ensuite en termes de gradation dans la gravité de ces violences, et vous le savez, elle accorde, elle reconnaît une gravité plus importante à ces violences qui, justement, sont en cause dans le cadre conjugal. C'est pas une consolation, je vous vois réagir à la piscine de tête, Michel, c'est bien le moins que puisse faire la loi, dites-vous, et c'est bien le moins que puisse faire la justice, sans doute. Sur l'augmentation du nombre des personnes qui poussent la porte des cabinets d'avocats et celle des commissariats de police ou des gendarmeries pour se plaindre de violences subies dans un cadre conjugal, je ne suis pas sûr d'être un échantillonnage, de pouvoir livrer un échantillonnage suffisamment représentatif. Ce qu'on sait avec les chiffres qui ont été livrés, c'est que oui, la parole se libère un peu plus, sans doute, mais qu'on est très loin effectivement d'appréhender l'intégralité de ce phénomène. Je me disais en vous entendant les uns les autres sur la complexité de questionner. Vous parliez, Madame Salmona, pour les professionnels de santé ou du milieu d'accompagnement social, l'incapacité à vous dire d'emblée quelles devraient être les bonnes questions à poser à quelqu'un qui vient se plaindre sans livrer l'intégralité de son récit,
Et je me disais, mais moi-même, avocat, est-ce que je suis en capacité de poser les bonnes questions? Est-ce que j'accorde suffisamment d'attention à mon interlocuteur? Est-ce que je ne fais pas trop vite passer le discours qui m'est livré, la parole qui m'est livrée, pardon pour le discours, la parole qui m'est livrée au sas de l'analyse juridique? Quel fait, quelle qualification donner à cette souffrance qui m'est livrée? Quelle procédure possible à engager plutôt que laisser cette parole s'exprimer, poser des questions qui ouvrent, faire attention en me posant la question de cette fameuse preuve de ne pas fermer la parole qui m'est livrée, qu'on n'entende pas dans le questionnement que moi j'ai comme professionnel du droit sur comment est-ce que vous pouvez prouver. Finalement, c'est un peu ça que dit l'avocat sans doute, parce qu'il analyse ce qui va se passer pour sa cliente ensuite, c'est sa cliente. C'est une chose d'accompagner quelqu'un ou de l'inciter à aller, de presque lui faire la violence, de l'emmener à déposer cette plainte à laquelle elle résiste, elle demande notre aide. Comment effectivement favoriser cela et prévenir sur la dureté, la difficulté du parcours qu'il y aura ensuite. Je dois dire que là-dessus, sans doute, les avocats ont à faire également. Je voulais encore dire juste une chose sur un point de droit, un point de la loi qui m'avait échappé. Ce n'est qu'en 2010 qu'a disparu du code pénal la présomption de consentement aux relations sexuelles dans la sphère conjugale. C'est extraordinaire. Dans ce beau pays qui est le nôtre, ce n'est qu'il y a 8 ans que l'on a supprimé cette espèce d'archaïsme invraisemblable qui disait qu'entre époux, il y avait une présomption de ce que la relation sexuelle était consentie. J'imaginais quand la loi évolue si lentement, quel effort il faut encore faire pour que les professionnels du droit avancent de leur côté. Donc, je suis heureux d'être là pour vous écouter et peut-être plus tard répondre à d'autres questions si elles se posent. J'espère que, faute de magistrats peut-être dans la salle, d'avocats, ne symbolisera pas les reproches que l'on voudrait adresser à l'institution judiciaire. Je voudrais dire encore que oui, le parcours judiciaire est difficile, compliqué, douloureux, que les intervenants ils sont sans doute eux aussi assez mal formés pour recevoir la parole et recevoir toutes ces spécificités de ce que vous venez raconter avoir subi, mais cette nécessité de répéter inlassablement cette parole, parce que nous savons que c'est autant de violence qui nous sont imposées, elle est encore une fois rendue nécessaire par le travail de la justice, qui n'est là que principalement pour aujourd'hui, on peut le regretter sans doute, dire si une personne est coupable et punir. Et sans doute qu'en ne faisant que cela, elle ne traite pas l'intégralité du problème que vous soumettez. Oui, une dernière question en ce qui me concerne. Vous êtes, lorsque vous défendez des victimes, vous plaidez en partie civile, et ça vous arrive aussi, bien entendu, d'être en défense, donc de plaider pour des agresseurs. Alors, est-ce que c'est difficile pour un avocat, un cabinet d'avocat, de faire le grand écart entre ces deux pratiques du métier? Ce serait pas une question piège, ça, monsieur. Voire une question franchement dangereuse. Bien sûr que, en tout cas, moi je suis l'avocat qui occupe, comme on dit, les deux côtés de la barre. Je vois mal comment comprendre l'un et l'autre, plaignant et auteur, victime et auteur de violences conjugales, sans les écouter l'un et l'autre, avec toute leur complexité. Si la question c'était, j'ai volontairement oublié parce que c'est difficile. Je crois que c'est pas très important de savoir si c'est difficile pour l'avocat. Moi, je voudrais surtout que ce soit moins difficile pour les clients qui viennent me voir avec cette confidence de violence subie dans le cadre du silence, de l'emprise, de la violence intime. Je voudrais que ce soit moins difficile dans mon cabinet de pouvoir s'exprimer. Et donc peut-être de savoir pour moi mieux les entendre. Nous avons sans doute tous autres avocats aussi des efforts à faire. Merci, je pense que c'est le moment pour le public de poser des questions. Il y a 2 micros qui circulent normalement. Où sont les micros, je ne sais pas. Il faut lever la main.
comme à l'école. Oui, madame, ici, savez-vous pour la première question? Je pense que c'est au 8e rang. Bonjour, justement, puisqu'il est question des auteurs avec vous, enfin, depuis ce matin aussi, j'ai une question pour vous, mesdames, dans vos parcours. Vous avez dit à juste titre, Michel, que vous ne pouviez pas pardonner à quelqu'un qui n'est pas responsable. Mais est-ce que dans vos parcours, lorsque vos agresseurs, si vos agresseurs reconnaissent, prennent leur responsabilité dans ce qui s'est passé, comment ça agit sur vous? Est-ce que sur vous, sur vos enfants, parce que j'entends bien que les enfants sont des victimes collatérales, comment ça agit et quelle importance ça peut avoir? Si l'agresseur reconnaît sa responsabilité, c'est ça en fait, j'aimerais bien qu'il reconnaisse sa responsabilité. Le problème, c'est que c'est pas du tout le cas, en fait. Il est responsable de rien, le responsable, c'est moi. Ils prendront la parole aussi, mais en tous les cas, moi, dans mon parcours, à un moment, les rôles sont inversés. Enfin, la posture de l'agresseur, c'est de continuer dans sa seule et unique stratégie d'attaque, c'est que c'est la théorie du complot. C'est que tout est manigancé, puis de toute façon c'est bien connu, de toute façon je suis folle. Donc l'agresseur est un homme bien, très bien, socialement bien inséré. Donc je crois pas, j'y ai cru longtemps quand j'étais au fond du trou. Je pense tout le monde, les médicaux qui sont là pensaient que j'allais, moi-même, je pensais que j'allais mourir en fait. J'ai cru longtemps, j'attendais des excuses, j'attendais un pardon. Je me suis dit, ça n'existe pas, quelqu'un qui peut être cruel à ce point-là. Il va forcément, à un moment, dire pardon, je ne savais pas, pardon d'avoir fait ça. Non. En fait, j'ai compris que je n'attendrai jamais, je n'aurai jamais quelque chose qui ne viendra pas. Alors, la responsabilité, pour moi, la seule, qui puisse les arrêter dans leur folie meurtrière, que ce soit avec des actes, quand je dis meurtrière, c'est pas forcément parce qu'il va vous tuer avec un couteau, avec une arme, un feu, hein. C'est de les arrêter dans leur folie de toute puissance. Moi, j'ai sans doute ça fait partie de mes valeurs, j'ai l'espoir de penser que ça ne les changera pas fondamentalement, mais je me dis qu'à un moment, il n'y a qu'une seule possibilité de leur faire entendre que ce qu'ils font, c'est pas bien, que ce qu'ils font, c'est répréhensible par la loi, et pour moi, je crois fondamentalement que c'est la société qui a la justice. Alors j'espère. Je crois pas, j'espère que non. Hein. Alors, Patricia voulait réagir et ensuite Pascal Pignol. Je ne sais pas si ça fonctionne. Moi, en fait, oui, il faut parler près. Je parle comme ça, d'accord. Je voulais rebondir sur ce que Michel venait de dire, qu'effectivement, on ne reconnaît jamais la responsabilité, même quand vous êtes au milieu, sur le sol, avec du sang, avec vos enfants qui pleurent, qui crient. Ils ne reconnaissent jamais, même à ce moment-là, ils disent « Regarde ce que tu m'as fait faire ». Donc non, ils ne reconnaissent pas. Et je pense, comme disait notre Pinot à côté de moi, qui à un moment donné disait je pense qu'il est plus intelligent de pouvoir entendre les victimes et moi je les appelle les bourreaux, pardon. Oui, peut-être, quand on n'a pas vécu. Mais ces gens-là mentent tout le temps. Ils vous mentent à vous, effrontément, c'est-à-dire que vous avez le visage en sang, ils vous disent encore que pourquoi tu t'es cogné contre la porte. Le couteau est au-dessus de ta tête, mais pourquoi tu t'es mis là? Je ne l'ai pas lancé vers toi, j'ai juste voulu jouer. Ça, c'est la réalité, c'est ce qu'on vit au quotidien. Moi, j'ai pas envie de parler de ce que j'ai pu vivre et toutes les horreurs que l'on a pu toutes vivre. En tout cas, moi, je ne me sens pas capable
d'en parler. Par contre, et je remercie Michel de m'avoir invité ici, hein, je suis de la région parisienne, ce que je voulais dire, c'est une fois je ne sais pas si on arrive à sortir de l'emprise, mais en tout cas quand on a commencé à réaliser que ce qu'on vivait n'était pas normal et qu'il fallait agir, et surtout souvent on agit, en tout cas pour ma part, j'ai agi quand une de mes filles était très violentée aussi. C'est là que je me suis dit qu'il fallait que je parte, mais je ne savais pas comment partir parce que j'étais complètement... Alors j'étais pas dépendante financièrement, très étrangement, effectivement ça n'arrive pas qu'aux gens qui sont soumis. Non, moi j'ai une personnalité aussi et j'aurais jamais imaginé que cela puisse m'arriver. Ça m'est arrivé. Aujourd'hui, je suis vivante et contente de pouvoir témoigner aujourd'hui et vous dire que, effectivement, quand on sort, on arrive à sortir de ça, on ne sait pas comment faire. Alors, on essaye de regarder sur Internet. Il faut savoir que souvent, ces malades-là vous contrôlent complètement. C'est-à-dire qu'ils vous emmènent au travail, vous recherchez le travail, et ils surveillent vos téléphones. Moi, j'avais un deuxième téléphone en cas d'urgence, au cas où je risquais ma vie et il fallait que j'appelle quelqu'un à l'aide. Une fois qu'on commence à essayer de voir comment on peut s'en sortir, on ne trouve rien. On est complètement démunis, d'abord on est complètement détruite. Et on ne sait pas sur Internet, on explique effectivement qu'est-ce qu'un manipulateur pervers narcissique, on explique ce qu'est une violence conjugale, on ne dit pas comment partir. Moi j'ai fini par me sauver de chez moi sans l'aide de personne, je me suis retrouvée à la rue avec mes enfants. Puisque nous avions une maison et que un jour je suis partie parce que j'ai failli mourir. C'est cool. Devant les enfants, nous étions 4 et nous étions 4 violentés. Il faut savoir qu'en plus c'est toute la famille qui était violentée. Et malgré tout, tout le monde avait peur et personne n'arrivait à agir. Donc c'est l'emprise peut-être. Et pourtant, je me considère comme quelqu'un de pas trop bête. Une fois que j'ai dit, je suis dehors là, qu'est-ce que je fais? Je suis allée voir la police, que bien évidemment j'avais appelé plusieurs fois sous un lit, on n'a jamais eu le temps de venir. Mais le problème n'est pas de faire le procès de la police ni de qui que ce soit. D'ailleurs, il est là d'expliquer et essayer que nous tous prenions conscience de ce qui peut se passer sous le toit des autres. Parce que moi, j'ai crié souvent, j'ai pleuré souvent. Les enfants ont beaucoup crié, il y avait des voisins qui n'ont jamais rien fait, même pas ouvert une fenêtre pour dire Madame, tout va bien? Non, rien. La police, quand j'ai essayé d'aller porter plainte, je suis allée plusieurs fois pour le savoir, parce qu'à chaque fois je repartais en me disant non, je suis pas comprise, je suis pas entendue. Quand la police vous dit mais madame, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Va falloir que vous partiez de chez vous, porter plainte. Bah oui, mais si je porte plainte, vous allez le convoquer, je vais me retrouver face à lui. Bah oui madame, il va bien falloir qu'il s'explique. Mais moi j'étais incapable de me retrouver face à lui, il me terrorisait cet homme. Et pourtant, je me disais que je l'aimais. Et que forcément, je reviens sur ce que disaient tout à l'heure Julie et Michel, on culpabilise, c'est nous parce qu'on est sales, on est moche, on est con, on est moins que rien. Je crois qu'on a tous entendu la même chose. Et puis de toute manière, sans eux, on ne ferait rien. C'est ça, la police n'est pas formée. Encore une fois, j'ai eu affaire à une femme qui avait été formée ou qui avait été sensibilisée, je ne sais pas, en tout cas, grâce à elle, j'ai réussi à porter plainte. Ensuite, c'est long, la justice. Après, il y a les avocats. Moi, je suis à ma 4e affaire, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que les violences. On fait pas... Notre parcours, c'est pas que les violences conjugales, même quand le pénal est passé, que que monsieur a été jugé, il y a tout le reste. Moi, il faut savoir, quand je suis partie, j'ai déscolarisé mes enfants pour qu'on se fâche. J'ai été hébergée parce que comme j'étais propriétaire, il n'y avait aucune structure qui pouvait m'accueillir. C'est ça qu'on vit tous les jours. Et en plus, tellement détruite qu'intellectuellement incapable de remplir un dossier. Je ne sais pas si vous imaginez. J'ai un job, un job correct, qui fait appel à mon intelligence, et pourtant, j'étais incapable de remplir un dossier. Donc les assistantes sociales ne sont pas toujours à la hauteur parce qu'elles se disent, mais madame, quand même, avec le job que vous avez, s'il vous plaît, remplissez votre dossier. Ben non, madame, je me suis vue pleurer devant l'assistance sociale parce que je n'y arrivais pas. On a besoin de l'aide de toutes ces institutions, de ces structures qui, à ce jour,
n'existent pas suffisamment, qui ne sont pas là encore prêtes à nous aider, à nous comprendre, à nous entendre et à nous croire. Quand je crois que c'est Julie qui disait « mais pourquoi tu parles pas ?» Enfin, qu'on lui disait « pourquoi tu parles pas ?» Mais on a tout entendu, mais pourquoi tu parles pas là? Bah, je crois que vous l'avez très bien expliqué, merci. On part pas, non, on peut pas, pour plein de raisons différentes. Et le chemin de la reconstruction est très 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 long. Moi, ça fait 4 ans, j'ai encore des histoires de justice, pourtant le pénal et le correctionnel, on a fait la bêtise. Ça, c'est fait. Ça aussi, on est devant des avocats où il faut raconter son histoire, où on change d'avocat, où il faut raconter son histoire. Moi, très honnêtement, maître, par exemple, j'étais beaucoup plus à l'aise avec une femme. Peut-être parce qu'elle a eu une sensibilité, peut-être qu'un homme n'avait pas. Je n'en sais rien, hein. Peut-être qu'il y a des hommes très sensibles aussi. Et puis après. C'est ouvert à toi. Des fois, on a un petit peu de mal. C'est absolument abominable. Non, vous l'êtes pas, je vous rassure. Et après, quand on est devant la justice, alors là, c'est autre chose. Quand on est devant un tribunal, mais c'est nous la coupable. Je peux vous dire, moi, je me suis sentie très coupable devant le tribunal. J'ai eu une avocate, l'avocate de monsieur, de mon bourreau, qui m'a agressée, qui m'a agressée. Et je pleurais, je ne savais plus quoi dire, quoi faire. Heureusement, j'avais une avocate. C'était horrible. Et ça aussi, je n'ai pas l'impression, à part vous, maître, qu'il y a beaucoup de représentants de la justice aujourd'hui, c'est bien dommage. Mais je crois que là, cette avocate qui hurlait, qui criait, qui me jugeait, qui même s'est permise de parler des enfants qui étaient là avec moi, à mes côtés, personne ne l'arrêtait dans la cour. Ni les juges, ni le procureur, personne ne l'a arrêtée. Elle s'est permise, j'ai trouvé ça excessivement violent. Encore une fois, je vivais la violence, je l'ai vécu à plusieurs reprises dans tout mon chemin de reconstruction. Voilà. Enfin, ça, c'est toutes les structures pareilles. Enfin, ce que je veux c'est juste. Parce qu'on voudrait. Après, on va parler, mais. Rachel, je voulais réagir aussi. Oui, tout à fait. Je vais répondre à la question. Du coup, en fait, de mon point de vue, hein, bien sûr, si jamais il venait à demander des excuses et avoir une once de culpabilité sur ce qu'il a fait comme mal à moi et autour de moi, eh bien, ça me libérerait, tout simplement. Voilà. Parce qu'en fait, ça voudrait dire que le danger n'existe plus, puisqu'il aurait reconnu qu'il est nocif, ça me libérerait. Point. Et comme il n'a pas cette conscience, eh bien c'est là que le danger du coup continue, malgré la prison, malgré le temps, vu qu'il n'y a aucune reconnaissance de ses actes. C'est pour ça que le danger continue. Voilà. Alors là, effectivement, on peut pas leur forcer, peut-être pas les forcer à prendre conscience, mais en tout cas la société peut montrer l'exemple. Il peut leur montrer ce qui est juste. Si je peux réagir là-dessus, on sait que la négation et le déni sont la posture la plus habituelle des agresseurs de violence dans le cadre conjugal. C'est peut-être inhérent sans doute à la problématique qui est la leur. Ce qu'on sait aussi, c'est que lorsqu'il y a une reconnaissance des faits, il y a un certain nombre d'initiatives judiciaires qui orientent la réponse pénale vers un dispositif qui est davantage orienté sur la prise en charge thérapeutique que sur la punition. À Rennes, notamment en 2012, avait été décidé, arrêté et organisé une politique pénale qui orientait systématiquement les auteurs de violences conjugales vers une procédure de composition pénale et un dispositif thérapeutique. Alors, était-ce avec les bons interlocuteurs, des gens suffisamment formés, compétents pour prendre en charge, je n'en sais rien. Et effectivement, il s'orientait moins vers une notion de punition et uniquement de signification d'interdit. Parce que comme vous le dites toutes, finalement, c'est sans doute le minimum que l'on puisse attendre de quelqu'un qui continue à contester la réalité que vous avez vécue, qu'il soit dit qu'il est un agresseur et qu'il soit puni. Et ça n'est pas grand-chose au regard de la nécessité de traiter le fond pour que ça ne recommence pas pour vous. Pascal Pinol, vous vouliez réagir aussi? Très brièvement, la question que vous posiez met l'accent sur un mécanisme qui est le mécanisme même de l'emprise. C'est-à-dire que dans ce qu'on appelle des violences conjugales, et pas un conflit conjugal, ou pas une crise conjugale qui va se régler dans une scène qui peut plus ou moins dégénérer, mais des violences conjugales chroniques.
répétitive, quotidienne. L'emprise et le harcèlement sont sous-tendus, en tout cas existent parce que le violent ne cesse de renvoyer la responsabilité de la violence à celui qui l'a subi. Ça fait partie même, ça fait partie intégrante du processus. D'où la difficulté de s'engager. Parce que quand vous avez mis de l'affection, là, en tout cas, quand vous avez investi quelqu'un et qui vous renvoie une image négative de lui-même, vous ne pouvez que vous poser la question de votre responsabilité, de votre culpabilité. Et en plus, vous êtes en face de quelqu'un qui va sans arrêt vous dire que c'est de votre faute et qui va justifier sa violence par cet argument-là. Donc, par définition, pendant la violence conjugale, si le violent, à un moment ou à un autre, dit qu'il s'excuse ou qu'il regrette, c'est généralement pour mieux recommencer et repartir dans un autre possible. On est dans la logique même, dans le mécanisme même de l'emprise, à avoir affaire à quelqu'un qui vous renvoie toujours, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, quelles que soient les justifications que vous apportez, quels que soient les changements de comportement que vous puissiez avoir, pour essayer de vous ajuster à ce que sont ses attentes, il va vous renvoyer de toute façon, c'est votre faute. D'où l'emprise. En tout cas, c'est un des mécanismes forts de l'emprise. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Juste pour compléter sur cette histoire d'emprise, ma question c'était surtout pour juste pour justement compléter, enfin pas conclure, mais clarifier en tout cas sur cette histoire d'emprise. Lorsqu'un auteur, parce que j'espère que parfois ça arrive, prend sa part de responsabilité, mais après, enfin, même si c'est après, même si quand la justice est passée, même si c'est longtemps après, est-ce qu'à ce moment-là, si un homme auteur reconnaît ses actes, est-ce que ça veut dire qu'alors il y a un travail thérapeutique qui peut se mettre en place? Est-ce que c'est la condition? En fait, j'arrive pas très bien à formuler ma question, mais est-ce que c'est la seule condition, la prise en compte de ces actes, pour qu'un travail thérapeutique soit vraiment possible du côté des auteurs et du côté des victimes? Alors, on va entendre la réponse de Muriel Sabourin. C'est une question vraiment intéressante. Alors donc là, effectivement, par définition, la culpabilisation de l'autre, la mise en cause de l'autre, on l'a vu, c'est vraiment le principe de cette violence-là et de ce phénomène-là. Ce qui se passe aussi, c'est que l'agresseur, le bourreau, est en position dominante, il considère qu'il a le droit et que c'est lui qui a les droits, et qu'il est supérieur à l'autre, et que du coup, c'est aussi s'inférioriser en quelque sorte de reconnaître ses torts, donc il est hors de question de reconnaître ses torts, et on avait fait une enquête de menu, où quand on demandait à des personnes qui reconnaissaient avoir violé des femmes dans leur relation conjugale, dans le cadre conjugal, la première raison qu'ils donnaient, c'était parce que j'ai bien le droit. Voilà. L'autre m'appartient, j'ai bien le droit. Voilà. Donc ça, déjà, la reconnaissance, si on attend la reconnaissance, on ne prendra jamais en charge les agresseurs. D'une certaine manière, ça n'arrivera jamais. En fait, c'est vraiment leur renvoyer qu'ils n'ont pas le droit. Ça, c'est ce que disait, c'est ce qui était dit. Mais c'est vraiment la justice, la loi est vraiment très importante, et l'égalité est très importante. Et c'est ensuite traiter leurs troubles psychotraumatiques. Et en fait, ce qui est en jeu, qui les rend extrêmement dangereux, les agresseurs, c'est que plus ils exercent de violence, plus ils ont une mémoire traumatique des violences qu'ils exercent, et plus ils sont confrontés à leurs victimes, plus ça leur renvoie leur violence. C'est un peu comme si du coup la victime à son corps défendant était une sorte de miroir où leur violence leur fait violence. Enfin, je sais pas, c'est comme ça qui fonctionne. Donc et c'est pour ça d'ailleurs que les confrontations, les médiations, c'est une catastrophe. La justice restaurative, c'est complètement infernal parce que ça va traumatiser les victimes et ça va allumer les agresseurs. C'est-à-dire de voir une victime, c'est ce qui s'est passé pour Julie. C'est-à-dire que ce type qui t'a vu de loin, il a vu ce qui t'était arrivé et ça l'a allumé. C'est-à-dire il s'allume
avec avec les violences. Hein. Je veux dire, ils ont cette, ça leur sert de trigger, ça les allume, ils sont envahis là-dessus, et du coup, ils adhèrent à ce qu'ils ressentent des violences que les autres personnes ont subies. En fait, les viols, c'est souvent des viols en réunion. C'est-à-dire qu'ils violent avec les violeurs qui précèdent. Enfin, je ne sais pas si vous saisissez, mais du coup, il y a cette... Et si on traite, s'il y a une obligation de soin, il faut une obligation de soin. On n'a pas à attendre leur accord. Je veux dire, ils doivent être soignés. Enfin, je veux dire, et le soin, c'est de bloquer le mécanisme psychotraumatique dont ils se servent, dont ils ont besoin, et pour lequel ils sont en addiction. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas le lâcher. Parce que le lâcher, qu'est-ce que ça veut dire? Le lâcher, c'est-à-dire qu'ils traitent leur mémoire traumatique des violences extrêmes qu'ils ont exercées, ils le traitent en s'anesthésiant continuellement parce qu'ils sont continuellement envahis par les violences qu'ils ont exercées et par la souffrance de la victime, et ça c'est insupportable. Donc en fait, ils vont réexercer des violences pour s'anesthésier. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est un truc infernal. Et s'ils arrêtent d'être violents, ben, ils se retrouvent avec une mémoire traumatique sans pouvoir l'anesthésier. Donc du coup, ils sont mal. Enfin, je veux dire, ils estiment que c'est insupportable. Et du coup, ils vont être dans cette compulsion, cette passion, en quelque sorte atroce, d'exercer continuellement des violences. Donc en fait, le truc, c'est d'arriver malgré eux, quasiment, à traiter cette mémoire traumatique, pour que déjà, ils aient plus cet envahissement par les violences qui ont été exercées, et que du coup, ça calme le jeu, en fait, en quelque sorte. Donc ça vaut le coup. Mais ce qu'il faudrait, c'est que tout ça, c'est des parcours d'agresseurs, c'est des parcours de bourreaux qui ont démarré très jeunes. Il aurait fallu agir le plus tôt possible pour qu'il n'y ait pas toutes ces victimes qui vont être sur leur parcours. Donc en fait, la reconnaissance, c'est pas le bon. Enfin, pour répondre à votre question, c'est pas la bonne porte d'entrée. La bonne porte d'entrée, c'est de prendre le plus tôt en charge ces personnes avec une obligation de soins qui peut avoir une certaine efficacité pour les futures victimes. Et puis, c'est protéger les victimes. Hein. Enfin, je veux dire, c'est vraiment parce qu'ils surfent sur le fait qu'ils ont une collection de victimes, en quelque sorte, et qu'il n'aurait jamais rien arrivé. J'insiste sur la notion d'impunité. On sait que l'impunité, c'est un facteur de risque de violence extrême. C'est-à-dire qu'ils peuvent continuer, qu'ils ont le droit. Ils s'octroient ce droit-là, ce privilège-là. Et déjà, si on les punit, si on les oblige à traiter cette addiction à la violence, on peut commencer à agir. On pourra peut-être en reparler. J'ai vu une autre main qui se levait dans la salle. Là. Merci d'attendre le micro. Allez-y. Oui, alors, juste une remarque par rapport au fait d'avoir une femme avocate, des fois on est aussi jugé par une femme, enfin, voilà, ferme la parenthèse. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez, Dr. Salomon, moi j'ai une question sur le soin post-traumatique. J'ai entendu parler d'une technique qui s'appelle le DMR. Comment? Le MDR. EMDR, voilà. Est-ce que c'est vous qui avez initié ça? Est-ce que vous pouvez en parler? Du tout. Est-ce que ça fonctionne même 40 ans, 50 ans après un viol, par exemple? Alors, le MDR, c'est une technique dissociante. Ça n'a pas été inventé par Madame Shapiro, ça a été inventé depuis très longtemps par tous les enfants extrêmement traumatisés qui, pour échapper à leur traumatisme, se balancent en faisant des mouvements oculaires. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un enfant extrêmement traumatisé, mais il fait ça. En fait, les mouvements oculaires ou les jeux vidéo, etc., c'est dissociant. Donc c'est une technique dissociante, c'est-à-dire que ça anesthésie la souffrance. Ce n'est absolument pas une technique curative, en quelque sorte. Ça ne traite rien. Donc c'est pour ça que d'ailleurs il y a des praticiens UDR qui disent aucun souci pour un viol, etc. 5 séances et c'est fini. Ouais, la personne effectivement elle va être déconnectée de sa souffrance,
mais ça ne va absolument pas traiter son traumatisme et ça va la mettre encore plus en danger, puisqu'elle va être dissociée, et être dissociée, c'est être en danger. Être dissociée, être déconnecté, c'est ne pas avoir toutes ses capacités pour se défendre, pour aussi identifier la souffrance que l'on subit, pour identifier ce que l'autre est en train de faire. Ça entraîne un niveau de tolérance. Vous savez, c'est pour ça que, par exemple, les filles qui ont été violées dans leur famille, qui ont été violées dans l'enfance, sont les cibles préférées des proxénètes, parce que je veux dire, elles savent qu'elles vont avoir été extrêmement dissociées, et du coup, ils peuvent les mettre en prostitution. Elles vont avoir une capacité de tolérer l'horreur qui va être hors norme. Donc, ils vont utiliser leur traumatisme pour continuer à les traumatiser. Donc, le MDR, à la rigueur, ça peut être utile ponctuellement pour diminuer le niveau de souffrance si le niveau de souffrance est trop extrême, mais ce n'est en aucun cas un traitement de la mémoire traumatique. La mémoire traumatique, elle doit être traitée. Enfin, je vous donne l'exemple, une fracture, elle peut se réparer à condition qu'on réduise la fracture et qu'on protège la fracture ne va pas se réparer avec des antalgiques. Elle ne va pas se réparer avec de la morphine. Elle va se réparer si on réduit Là, c'est pareil, la mémoire traumatique, elle ne va pas se réparer si on en anesthésie. Elle va se réparer que si on réduit la fracture du non-sens, de la sidération qu'a produit le bourreau. Si effectivement on peut décoloniser la personne de toute la stratégie de l'agresseur, la libérer de tout ça, pour que d'un seul coup les choses le monde se remette à l'endroit, que les choses reprennent sens, qu'il y ait une cohérence qui se mette en place petit à petit. C'est ça le travail. Et c'est un travail psychothérapique, exactement comme on réduit une fracture et la cohérence se met en place. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'un tissu osseux a des capacités de réparation extraordinaires, et le tissu neurologique a aussi ses capacités de réparation, donc les circuits se remettent en marche. C'est-à-dire que les personnes qui ont subi des violences extrêmes, qui sont dans des états que vous pouviez décrire là tout à l'heure, qui peuvent être même étiquetés débiles mentaux, avec des retards, des déficiences intellectuelles, etc. Moi j'ai plein de jeunes comme ça qui ont subi tellement de violences depuis leur petite enfance, qui se sont retrouvés étiquetés psychotiques, schizophrènes, etc. Et puis on les prend en charge, on répare cette mémoire traumatique, on en fait une mémoire autobiographique. Et à ce moment-là, ils peuvent reprendre des études. J'ai des jeunes comme ça, ils étaient considérés comme perdus. Ils ont repris des études avec le DAU, avec une diplôme d'entrée aux études universitaires. Et ils ont passé des maîtrises. Enfin, je veux dire, tout est possible, ça se récupère. Et ça, c'est vraiment essentiel de comprendre que ce travail-là, il doit se faire en remettant de la justice là où il peut y avoir de la justice, de la cohérence là où il peut y avoir de la cohérence, de la reconnaissance, en travaillant pas à pas sur tout ce qui s'est produit pour démonter toute la stratégie de l'agresseur et toute la stratégie d'agresseur de la société elle-même, qui en rajoute des couches et des couches d'injustice et d'injustice. Donc notre travail, c'est qu'on remet tout à l'endroit, on remet tout en sens, on retravaille tout ça et ça permet de donc toutes les techniques dissociantes, que ce soit le MDR, l'hypnose, que ce soit aussi les traitements dissociants, que ce soit les électrochocs qui sont utilisés, qui font disjoncter aussi le cerveau. On est allé même jusqu'à détruire la structure qui est à l'origine des réponses émotionnelles avec la lobotomie, hein. C'est comme dans Volontiers beaucoup. C'est encore utilisé aux États-Unis, en France depuis les années 50 on n'utilise pas. Donc il faut sortir de tout ça. Et il faut vraiment passer par tout ce travail-là. Et dernière chose, excusez-moi, j'arrête, dernière chose, sur la mémoire autobiographique, arriver à faire une mémoire autobiographique, à refaire fonctionner le système de la mémoire, le circuit émotionnel, c'est pas du tout comme ce qui peut être dit, l'horreur absolue, vous allez oublier les souvenirs traumatiques. Mais je veux dire, c'est inhumain, un monde où on pourrait faire oublier aux victimes les horreurs qu'elles ont subies. C'est un monde totalitaire atroce où personne ne peut vivre. Il ne s'agit pas d'oublier, il s'agit de pouvoir justement en avoir un souvenir qui ne va pas être un souvenir complètement colonisateur, qui fait revivre la même terreur aussitôt la même peur, la même terreur, les mêmes angoisses, les mêmes sensations horribles d'être réduite à néant, d'être niée. Et c'est cette mémoire autobiographique
qui permet enfin de se récupérer et de devenir enfin soi-même, sans être colonisé par tout ça. Merci beaucoup. Madame au milieu de la salle avait levé la main. Madame ici. Merci. Je suis désolée, j'ai 3 questions parce que c'est beaucoup trop intéressant. Oui, alors ce sont. Très vite. Désolé les 3 dernières parce que après on va faire la pause déjeuner. Mais voilà, on vous écoute. Très rapidement. La première question, c'est dans le cadre d'un couple, comment ça commence? Quels sont les premiers signaux qui doivent alerter? La deuxième question, c'est en tant que plutôt témoin dans l'entourage. Moi, je sais que par exemple, j'ai été témoin, pas de violence physique, mais de scènes d'humiliation. Et dans le cadre dans un contexte où la victime n'avait vraiment pas du tout conscience, pour le coup, encore du phénomène d'emprise. Donc, c'était même pas la peine d'essayer de lui en parler. Ça ne parlait pas. Et la troisième, c'est parce que vous dites que les bourreaux sont, vous dites ils ont des pathologies. Et enfin, vous dites ils ont des traumatismes eux-mêmes. Et du coup, ça pose la question ça vient un peu, comment dire, contre un discours qui a tendance à dire que c'est qu'en fait la société tolère les violences et du coup c'est un fait social qui tolère un comportement et qui du coup fait de ces gens des gens normaux qui n'auraient pas forcément des pathologies. Donc où est la limite un peu entre ces deux considérations? Alors pour la première question, on va peut-être faire réagir Sonia qui n'a pas parlé encore dans cette table ronde. Si vous voulez bien répéter la première question. La première question, c'était dans l'article comment ça commence, à quel moment ça commence et quels sont les signaux qui doivent alerter, mettre la puce à l'oreille. Non, vous souhaitez pas. Ah non, mais pas de problème. Alors qui répond? Voilà. Non, du coup, je réponds avec accord. En tout cas, ce qui démarre, et c'est vraiment ce qui a été décrit, c'est l'incohérence. C'est aussitôt qu'il y a un discours de l'agresseur, au départ séducteur, le plus souvent, qui dit t'es belle, t'es ceci, t'es la femme de ma vie, etc. Et puis il la fait attendre, il ne répond pas. C'est l'incohérence. C'est tout ce qui n'est pas logique. Et je veux dire, la violence passe par l'incohérence. La violence passe par... C'est ça qui fait un effet de sidération. C'est quelque chose qui est incohérent, qui est injuste, qui n'a pas de sens, et qui va plonger effectivement la victime dans des doutes, dans des interrogations. Elle va se demander sans fin, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour? Et effectivement, ça va être sans fin, parce que je veux dire, elle ne va pas trouver, parce que le problème, c'est que elle ne peut pas trouver, parce que ça n'existe pas. L'autre, c'est une stratégie. C'est-à-dire que la violence, elle commence par une violence verbale, psychologique, et qui est liée à cette incohérence, cette mise en accusation de quelqu'un, ou cette humiliation, ou cette négligence qui n'a aucun sens, et c'est ce que je dis à tous mes patients, en quelque sorte, ce qu'il faut vraiment repérer, tout ce qui appartient au système agresseur, c'est tout ce qui est incohérent. Donc dans vos symptômes, tout ce qui est incohérent, dans tout ce que vous faites, ça appartient au système agresseur. On va chercher la réponse. Vous, c'est... Et justement, pour répondre à votre question, quand vous êtes témoin, je donne souvent comme exemple de sidération, que les gens comprennent la sidération, et pour dire que tout le monde a vécu des moments de sidération. Vous êtes en groupe, vous avez quelqu'un qui est un dominant, qui d'un seul coup attaque une autre personne de façon complètement insensée. Et puis vous vous retrouvez tous, la bouche bée, à même pas pouvoir répondre, et à vous dire, mais mince, la victime elle-même qui n'a pas pu répondre, après coup elle dit, mais j'aurais dû lui rentrer dans l'art, ce type, etc. Et toutes les personnes disent, mais mince, je ne suis pas venue. Et c'est ça, c'est tellement énorme, c'est tellement incohérent, que ça sidère. L'autre chose que je voulais vous dire, pour vous répondre, c'est comment vous pouvez faire. Alors, ce qui marche bien, c'est d'expliquer un petit peu cette stratégie de sidération et de dissociation que je vous ai expliqué un peu tout à l'heure. Et ce qui fonctionne bien, parce que je veux dire que quand la personne est dissociée, elle est anesthésiée par rapport à ce qui lui arrive. C'est ce que disait Michel, où moi je peux mourir en quelque sorte, mais pas mes enfants. Enfin, voilà, parce que du coup, vous savez, j'ai plein de patients qui me disent, mais vous inquiétez pas, docteur, il peut me tuer, c'est pas grave. Ah si, c'est très 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 grave. Mais parce que justement, dans ces cas-là, il y a une telle anesthésie, on est tellement mort déjà que.
Mais en revanche, là où on peut faire comprendre aux victimes ce qui est en train de se passer, c'est en leur disant, mais là, j'ai vu comment il s'est conduit avec toi, j'ai vu comment il t'a humilié, etc. Toi, tu vois pas, tu me dis, mais si. Mais imagine que quelqu'un qui t'aime bien, une amie chère, ta sœur, etc., on lui parle comme ça, on lui dit ça. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ben ça, c'est pas possible. Parce qu'aussitôt qu'on parle de quelqu'un d'autre, la dissociation, elle n'a pas lieu pour l'autre, elle a lieu que pour soi. Enfin, quand quelqu'un est éthique, c'est une victime en position éthique, bien entendu qu'elle ne veut pas que d'autres subissent. Et du coup, là, de dire, bah, là, pour ça, tu n'es pas anesthésié, mais pour toi-même, tu es anesthésié. Et je t'explique le mécanisme. Voilà, c'est un mécanisme habituel. Ça fonctionne comme ça. Et puis, on fait comprendre aussi aux personnes qu'est-ce qu'elles ont dans la tête. T'es nul, tu vaux rien, t'es une pauvre fille, tu n'arriveras jamais à rien, t'es une grosse vache, enfin, c'est vraiment toutes mes patientes qui sont belles comme tout et qui me disent il suffit que je me regarde dans un miroir en passant et je vais dire mais quelle grosse vache, qu'est-ce que t'es une vache, ma pauvre fille, etc. Alors qu'elles sont très belles. Et si on leur dit mais ta copine qui te ressemble, est-ce que tu trouves que c'est une grosse vache et qu'elle est moche? Bah non. Donc c'est pas ton discours. C'est pas ton discours, c'est le discours de l'agresseur qui te colonise parce que tu es traumatisé et ça fait ça à tout le monde. Et vraiment ce qui est essentiel aussi, c'est normal, la violence, ça entraîne des fonctionnements de sidération, de dissociation, de colonisation. Tout ça c'est parfaitement universel et c'est pas lié à la personnalité de la personne. La victime, elle peut être quelqu'un comme vous êtes décrite, par exemple, Julie et Michel, vous êtes décrites comme des gens plutôt fortes, drôles, etc., pleines de vie. Par ailleurs, s'il y a quelqu'un qui est complètement déprimé, handicapé, etc., rien ne justifie la violence voilà. Enfin, je veux dire, c'est même pire, parce que je veux dire, c'est encore plus inhumain et injuste de s'attaquer à quelqu'un qui n'est pas fort et qui est... Vous voyez, donc c'est pas le problème, c'est-à-dire que qui que ce soit qui est confronté à une situation avec quelqu'un qui a l'intention de détruire et de nuire, qui que ce soit va être traumatisé. Et la personne, elle peut être ceinture noire de karaté, vous pouvez tout imaginer, c'est pas le problème. Là, c'est l'intention de détruire qui passe. Ouais. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Muriel. On tombe pas dans... Je crois que la question, c'était comment on tombe dans l'emprise, non? Comment ça commence? Comment ça commence? En fait, c'est très sournois. C'est très, ça tombe pas comme ça du jour au lendemain. Ça vient par des conseils sur la manière de s'habiller, sur des amis, le contrôle. On parlait de l'aspect toucher les failles aussi, toucher les failles. Moi, par exemple, je suis pas spécialement charnu, on va dire, mais c'est un discours, c'est une masse de discours ambivalents sur tout, et paradoxaux. Donc ça va être, dis donc, le jean que tu as mis aujourd'hui, c'est pas vraiment valeur, donc tu fais un peu, ça te fait l'effet slap. Ah bon, comment ça me fait... Et puis, il faudrait quand même que tu fasses attention, tu te fais pas toute jeune, parce que bon, heureusement que je suis là, parce que qui d'autre que moi voudrait que toi. Et puis, ça va être le lendemain ou le surlendemain, dis donc, t'aurais pas pris un peu de fesses? Et tout est comme ça, alors ça va être le physique, ça va être le cercle amical. Tous les amis, c'est des bons à rien. C'est des nuls, j'emploie les mots, utilisés, des buses, des beaufs. Ma famille, alors voilà, vous vous trouvez isolé, dans ma famille, il y avait, c'est pas faux non plus dans tout, des timbrés, mais en fait, tous les gens qui vous côtoient, moi j'ai fini par, et vous y croyez, Julie a dit quelque chose qui m'a vraiment renvoyé, qui a résonné chez moi. Tous les gens qui me côtoyaient, les amis, les collègues, ne pouvaient pas s'intéresser à moi pour ce que j'étais, ni parce que j'étais drôle, intelligente ou quoi que ce soit, ma pauvre fille. Alors, je vais vous dire, la perversité extrême, c'est que si c'était un homme
pardon de vous dire, mais c'était parce que je voulais me sauter. Non, mais non, mais je sais pas parce que. J'ai pas regardé le souvenir plus. Non, mais pardon de répéter avec les mots que j'entendais. Si j'étais un homme, ma pauvre fille, t'as rien compris, la seule chose qu'il veut, qui m'intéresse, c'est tes fesses. Alors là, vous dites, peut-être je suis mort en fait. Je suis peut-être. Eh ben, figurez-vous que si c'était une femme, t'as rien compris. Mais heureusement que je suis là, parce que je vais les yeux, mais t'as pas remarqué. T'as pas remarqué que c'est une win. Alors, je me disais, mais alors en fait, c'est la seule image que je renvoie en fait, mais en fait, il faut vraiment rien. Et ça commence comme ça, et puis vous passez du statut de reine à serpillière dans la même heure, journée, et l'emprise s'installe petit à petit sur tous les gestes et les valeurs du quotidien. Donc ça peut prendre des semaines, des mois, mais ça peut prendre des années. Donc c'est pour ça qu'on ne voit rien venir. Et une fois qu'on est vraiment enfermé dedans, pour en sortir, c'est plus possible parce qu'on est dedans. Et Michel, tu peux parler justement de l'humiliation, puisque c'était ça aussi une des questions sur quand on est témoin d'une humiliation, et qu'est-ce que c'est qu'une humiliation et pourquoi elle a lieu et comment on peut réagir face à ça. En fait, tu connais bien. Ah oui. En fait, je croyais que j'ai fini par intégrer. En fait, c'était tellement matraqué, inculqué que j'ai fini par croire tout ça. Donc j'essayais d'atteindre la perfection pour éviter les attaques, parce que à chaque fois, de toute façon, tout était susceptible de représailles. D'ailleurs, j'ai une phrase. Mais comment tu le vivais, comment tu le recevais, justement, parce que je pense que comment je recevais, mais je pensais que c'était vrai. Voilà. Je pensais que c'était vrai. Donc je n'avais de cesse d'essayer de m'améliorer, d'atteindre la perfection sans cesse pour éviter que la violence n'aille crescendo. Sauf que, en fait, alors ça c'est bien après, quand on en est sorti, on se rend compte que quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, quelle que soit la manière dont vous agissez, vous vous comportez, ça ne sert à rien, ça n'ira jamais. Ça pourrait être le mauvais verre utilisé pour le bon vin, ça pourrait être la mauvaise assiette, le feu qui n'a pas été allumé comme il faut, le courrier qui n'a pas été relevé à temps, poubelle, en fait, tout est source, tout était, voilà, alors ça me parle, c'était les queues de poireaux qui n'étaient pas coupées comme il fallait, donc c'est infernal, donc c'est tout un phénomène de petits riens, dans les gestes du quotidien, qui vous amènent au pire, en fait, et ça se traduisait après, ça va être là c'est, on va dire, les gestes du courant, mais dans les comportements d'éducation de vos enfants. Donc vous êtes une mauvaise mère, vous êtes une mauvaise femme, vous êtes une mauvaise épouse, et puis tout, enfin en tous les cas ce qui me concerne, à un moment, tout était solutionné au sexe, en fait, il y a un moment, on vous explique que, en fait, vous perdez toute notion de ce qui est bien, de ce qui est du mal, voilà, tout avait une explication. Et pour ce que, je crois que c'est Patricia qui disait, ils ont une telle capacité de conviction, et puis ils éveillent quelque chose aussi qui nous empêche, c'est la peur. La terreur. Et le chantage, voilà. Les menaces qui restent en suspension. Moi j'ai une phrase, alors c'était anodin peut-être, mais aujourd'hui ça résonne complètement différemment. C'est que régulièrement j'entendais « T'as vu ma chérie, ça fait 8 jours que j'ai été gentille avec toi ». En fait, j'ai mis 20 ans à comprendre le sens de cette phrase. En fait, aujourd'hui j'ai compris que c'était un compte à rebours. Parce que quand j'entendais « Ça fait 8 jours que j'étais gentille avec toi », généralement dans les 48 heures, il se passait quelque chose. En tout cas, c'est une question de réaction après de l'entourage. Moi, ce que je trouve important, parce que ça semble, quand on est victime, ça nous semble normal ce qu'on vit, parce que ça n'a plus de sens, notre cerveau est retourné, on sait tout ce qui est normal, pas normal. Ce
qui est acceptable, plus acceptable. Et je crois que le rôle de l'extérieur, de ce regard extérieur, c'est de reposer des normalités justement. Et de reposer, d'informer, de mettre des mots sur ce que la personne est en train de vivre, même si effectivement là on peut perdre la personne, enfin en tout cas le contact avec la personne, hein, parce que quand on dénonce quelque chose, c'est un peu le risque, voilà. Mais en tout cas, elle gardera ça dans un coin. C'est important, c'est vrai. Julie va peut-être pour une dernière réaction, parce que oui, c'est très rapide. Il y a quelques horaires. Non, très rapide. Moi, je me souviens au tout début, ils utilisent la stratégie de l'isolement, ils vous isolent de tout le monde de toute façon. Et moi, j'avais réussi à me faire une copine à Bordeaux. Et un jour, je lui raconte ce que je fais, comment je vis ma relation. Et elle m'a dit une chose qui a résonné beaucoup. Elle m'a dit, mais enfin, tu peux pas rester comme ça, une femme à la fenêtre, c'est pas possible. Et sur le coup, j'ai pas compris, mais ça a continué à faire son chemin. Donc c'est ce qu'on appelle les témoins bienveillants, ceux qui voient encore, qui sont encore là à côté, qui essayent de comprendre et qui disent ce genre de phrases. C'est très important, il ne faut pas lâcher les victimes. Voilà. Merci pour ces très riches échanges. Et on va les reprendre, les échanges. Je vais rajouter un commentaire par rapport à ce que vous dites sur la question de madame. Voilà, après, c'est pas systématiquement valable pour tous, hein. Mais parfois on met beaucoup de temps à détecter ce qui nous arrive, hein, parce qu'on n'a pas connu autre chose. Hein. Ce que disait le docteur Salmonnet au départ, hein, c'est que quand on a vécu déjà l'humiliation et l'emprise dans l'enfance, on n'est pas capable on voit, mais on ne perçoit pas. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. J'étais aveugle sur ce qui m'arrivait, mais je n'étais pas capable de percevoir. Voilà. Et c'est souvent quelque chose que maîtrisent parfaitement les agresseurs. Voilà. Merci. Donc on va suspendre nos échanges pour les reprendre à 14h.